Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo. Donc, le sujet de cette capsule va traiter un peu des notions de base de la chimie. Alors, déjà deux petits avertissements. Premièrement, je vous rassure, souvent quand je donne ce cours-là, surtout en classe, j'ai des gens qui sont insécurisés parce qu'ils se disent « Ah, la chimie, je n'étais pas très bon et tout ». Vous allez voir, c'est vraiment des notions de base, beaucoup moins complexes que ce que vous avez fait peut-être même au secondaire. En fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout les notions de chimie qui vont nous être utiles pour comprendre la biologie. Et vous allez voir, de mon point de vue, c'est vraiment un cours pour se remettre un petit peu, mettre tout le monde au même niveau en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont fait de la chimie, d'autres pas, d'autres ça fait longtemps. Donc, on va réutiliser un peu les concepts importants qui vont me permettre d'expliquer le reste du cours et qui vont vous être utiles pour vos prochains cours de biologie à la prochaine session. Le deuxième avertissement, je vais être franc avec vous, c'est pas le cours le plus intéressant de la session. C'est un peu pour moi comme si je vous apprenais l'alphabet. Donc vous avez hâte, un peu comme quand vous étiez au primaire, on vous apprend la lettre A, B, C. Alors c'est long, on écrit des A, des B et tout ça, mais une fois qu'on connaît nos lettres, on peut commencer à former des mots et écrire des textes. Donc l'objectif ultime pour moi, c'est que vous écriviez des textes. Donc, en fait, c'est pouvoir étudier les systèmes. Moi, j'ai très hâte d'apprendre avec vous le système nerveux, le système musculaire. Donc là, on va faire de la vraie biologie. Mais avant d'aller là, je dirais que le premier examen, puis aussi une partie du deuxième, c'est vraiment l'alphabet, c'est la base. Donc, ce cours aujourd'hui, c'est des notions de base qui vont vous paraître plus ou moins utiles pour l'instant, mais qu'on pourra réutiliser plus tard. Donc, ça va demander un petit peu de patience, en fait. Donc, on va commencer un petit peu avec des définitions. En fait, je vous ai déjà parlé des atomes. Je vous avais dit dans la dernière capsule que c'était en fait l'unité de base de la matière, qu'elle soit vivante ou non vivante. Il y a deux termes qu'on va utiliser encore plus. En fait, le terme molécule, mais surtout ion. Ça, c'est un nouveau terme pour vous. Donc, extrêmement important parce qu'en fait, dans le corps, dans votre organisme, la majeure partie des interactions biologiques, je vous donne un exemple, les influx nerveux au niveau de votre cerveau, sont contrôlés par des ions. Donc, beaucoup de processus biologiques, en fait, vont être associés à certains ions. Et en fait, c'est quoi un ion? On va commencer par expliquer ça. Donc, dans le fond, un atome, c'est une unité de base de la matière un élément qui, en fait, est électriquement neutre. Ça veut dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Les ions, en fait, c'est un atome qui a perdu un électron ou gagné un électron. Donc, il y a un débalancement en termes de charge électrique. Il va y avoir plus de charges positives ou dans certains cas, il va y avoir plus de charges négatives. Donc, je donne un exemple. Na pour sodium, c'est un atome de sodium. S'il n'y a pas de signe, c'est un atome. Ça indique qui est électriquement neutre. Mais vous pouvez aussi avoir un ion sodium. Donc, Na+, ça veut dire que le sodium, ici, l'élément, a perdu un électron. Et comme l'électron est une charge négative, si j'en perds un, ça fait en sorte qu'il y a plus de charges positives. C'est pour ça qu'on met un plus. Donc, les ions, en fait, vous allez toujours les reconnaître à un signe positif ou négatif. Exemple, si je donne ici le chlore, Cl, c'est l'atome de chlore. Il est électriquement neutre, donc je parle d'atome. Mais si je parle d'un ion chlore, c'est Cl-. Ça veut dire qu'il a gagné un électron. Et ça veut dire qu'il y a plus de charges négatives. Donc, comme il y a plus de charges négatives, on symbolise un signe négatif ici. Alors, ils ne sont plus électriquement neutres. Et c'est justement cette capacité d'être chargé positivement ou négativement qui va permettre je vous dirais, certaines interactions biologiques au niveau de votre organisme. Donc, si on veut donner une définition simple, quand je vous disais que l'atome, c'est une unité de base de la matière, ça, c'est une définition que vous connaissez, mais maintenant, ce que j'ajouterais, c'est que les ions, c'est en fait un atome qui a gagné ou perdu une charge électrique, particulièrement, exemple, un électron. Donc, ils ne sont plus neutres au point de vue de l'électricité, ils vont être chargés positivement ou négativement. Donc, c'est vraiment ça, un ion. Une molécule, on a vu dans la dernière capsule la définition, c'est simplement plusieurs atomes, au moins deux, qui vont s'attacher ensemble. Donc, c'est une combinaison de plusieurs atomes, tout simplement. Au niveau de la matière, vous avez déjà étudié ça, évidemment, au secondaire. Il y a trois formes au niveau de la matière. Il y a la forme solide, liquide et gazeuse. Souvent, quand je parle du corps humain, la première image que vous avez en tête, c'est de penser qu'on est des êtres solides et qu'il y a une seule forme chez l'humain, c'est solide, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent, donc c'est assez simple de penser ça. Mais en fait, c'est faux. L'être humain est constitué des trois phases de la matière. Et en fait,
une prédominance pour la partie liquide. En fait, moi, je vous dis souvent qu'on est des êtres liquides plus que solides. On dit environ, ça dépend des gens, mais environ 60 à 70 de votre poids. Pardon, 60 à 70% de votre poids est fait de liquide. Donc, exemple, si vous pesez 100 livres, il y a environ 70 livres d'eau. Donc, la majeure partie de votre poids est en liquide. On a besoin d'eau pour survivre. On verra pourquoi éventuellement. C'est important d'avoir de l'eau. Mais on est en fait des êtres liquides, en fait, pour la majeure partie de notre poids. Et le liquide qui nous constitue, évidemment, c'est de l'eau qu'on pourra retrouver dans différents compartiments de votre corps, à l'intérieur des cellules, à l'extérieur des cellules, dans les vaisseaux sanguins, par exemple. Maintenant, évidemment, on est aussi solide. Donc, si on enlève l'eau, il y a des tissus solides. Je vous donne un exemple. Les organes, la peau, les os, les muscles, donc tous les organes, tous les tissus qui vous composent sont évidemment de la matière solide. Donc, évidemment, on est solide et liquide, mais on possède plus de liquide que de matière solide, en fait. Et la matière gazeuse, bien évidemment, on pense au gaz respiratoire. Donc, ce n'est pas la phase la plus importante, mais il y a de l'oxygène, du CO2. Il y a des gaz produits aussi au niveau intestinal avec l'activité des bactéries au niveau du côlon, de l'intestin grêle. Donc, il y a aussi différents gaz, mais de façon plus importante, on pense surtout à l'oxygène et au CO2 qui sont transportés, entre autres, par les érythrocytes, les globules rouges. Donc, le corps humain se compose des trois phases de la matière, évidemment. Toute cette matière est composée d'atomes, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse. Bien évidemment, je l'ai déjà dit, c'est une unité de base de la matière. On vous donne une autre définition ici, donc ça me va, peu importe. Et si on distingue un peu plus c'est quoi un atome, bien, je vous montre ici le tableau périodique que vous avez certainement étudié au secondaire. Donc, un atome est toujours symbolisé, exemple ici, j'ai l'atome de nickel, donc il y a toujours deux lettres comme abréviation pour désigner les différents éléments, les différents atomes de différentes substances. Et il y a toujours un numéro atomique, exemple numéro 26 pour le fer, qui réfère au nombre de protons et d'électrons. On a aussi la masse atomique, mais qui ne nous touche pas en biologie, on n'en parlera pas du tout, c'est plus en chimie ou peut-être dans les sciences physiques aussi que vous allez étudier ça, mais nous, ça ne nous touche pas vraiment. Moi, ce qui me fascine toujours, le tableau périodique, c'est de considérer que, pour moi, l'univers entier est inscrit ici. Quand on y pense, c'est assez fascinant de penser que toute substance, toute matière vivante ou non vivante sur la Terre, mais dans l'univers au complet, est simplement une combinaison de ces atomes-là. Puis pour moi, l'image qui me vient en tête, un peu simpliste, un peu comme un bac de Lego. Vous avez, mettons, une brique bleue, une brique rouge, une brique jaune. Mettons, le bleu, c'est l'oxygène, le bleu, c'est le carbone, peu importe. Vous avez des briques de différentes couleurs que vous pouvez agencer ensemble pour construire différents projets. Donc, dans notre cas, ce serait différentes molécules pour faire différentes substances. C'est vrai qu'il y a des règles qu'on verra éventuellement qui fait qu'on ne peut pas attacher n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quel atome qui vont réagir ensemble. Mais en gros, toutes les substances de l'univers, les substances qui composent votre corps sont là-dessus. Donc, c'est un agencement de certains atomes qui va me permettre de créer l'ensemble des substances ou de la matière vivante ou non vivante. Ça, c'est une chose, mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que souvent, vous pensez, comme le corps humain semble bien complexe à vos yeux, et vous avez raison, en fait, une complexité de réactions biologiques, biochimiques et tout ça, on a toujours l'impression qu'il y a plein, des milliards de molécules et plein de sortes de molécules différentes. Et vous avez bien raison. Mais à la base, pour faire un être humain, c'est pas beaucoup d'atomes. Ils sont en couleur ici. L'ensemble des molécules de votre corps sont essentiellement composées en très grande majorité des atomes qui sont en couleur ici. Donc, les molécules, on verra bientôt les différentes classes de molécules, mais les protéines, les graisses, les lipides, les glucides, qui sont les sucres, les acides nucléiques, comme le matériel génétique, l'ADN et tout, sont composés des atomes ici en couleur. Donc, si vous voulez faire un être humain, vous avez besoin seulement de ces atomes-là. Les autres atomes ne nous intéressent pas. Donc, ça ne prend pas grand-chose, entre guillemets, d'un point de vue atomique. Tout ce que ça dit, c'est que j'ai besoin essentiellement de beaucoup de carbone, d'azote, oxygène. Donc ça, c'est des atomes extrêmement importants. Phosphore, soufre, chlore. Le fer, ici on a le sodium, magnésium, potassium, calcium et un peu d'hydrogène. Donc avec tout ça, j'ai la recette pour faire les différentes molécules qui nous composeront. À titre d'exemple, le carbone est extrêmement important. On le retrouve à peu près dans toutes les molécules de votre corps.
Le fer, ça semble un élément extrêmement important qui va se déposer dans les os, tout comme le calcium pour durcir l'os. Quand on y pense, les os, c'est un tissu qui est très dur par rapport au reste de votre corps, des autres organes, des autres tissus. C'est grâce à ces minéraux-là. Le fer est extrêmement important pour la construction des globules rouges, l'hémoglobine nécessaire pour transporter les gaz respiratoires. Donc, ils ont différentes fonctions comme ça pour créer les différentes molécules, cellules qui vont vous composer. Mais en fait, je n'ai pas besoin des autres atomes. Donc, c'est relativement simple d'un point de vue... si on considère que d'un point de vue biologique, c'est relativement simple par rapport à l'ensemble de la chimie où on n'a pas besoin de la majeure partie des atomes connus. Justement, ces fameux atomes que je vous parlais précédemment, qui sont essentiels pour composer le corps humain, je vous dirais ici que, bon, première des choses, les chiffres ne sont pas à apprendre. Ça ne m'intéresse pas que vous appreniez par cœur les chiffres. C'est plutôt des éléments qualitatifs que je vais mentionner. Donc, les 2-3 idées que je vais mentionner, c'est ça que je veux que vous compreniez, puis le reste, c'est plus ou moins important. On vous dit que parmi les atomes importants que j'ai mentionnés à la dernière diapositive, il y a des éléments majeurs et des éléments mineurs. C'est simplement en termes de proportion. Les éléments majeurs, c'est ceux qu'on retrouve le plus dans votre corps. Donc, généralement, c'est qu'ils sont distribués dans beaucoup de molécules. Ils sont plus populaires, entre guillemets. On les utilise plus fréquemment. Et en général, si je les additionne, tous les éléments majeurs, c'est environ 98% de votre poids. Donc, vous n'avez pas retenu le terme 98, mais c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire que ça constitue, si vous pesez 100 livres, 98%, 98 livres, donc, qui viennent de ces atomes-là. Et les éléments mineurs, c'est moins de 1%, puis parfois on parle même de traces là, quand les valeurs sont extrêmement faibles, comme le fer. Donc, ça vous donne une idée des molécules qui sont, en termes de quantité, les plus importantes. Il faut faire extrêmement attention. C'est pas parce qu'on a des traces que c'est pas important. Ça, c'est un réflexe que vous avez, puis c'est complètement faux. Okay? Donc, c'est pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup que c'est pas essentiel à notre vie, mais ça veut juste dire, d'un point de vue qualificatif, qu'on a, exemple, beaucoup plus d'oxygène que de fer. Mais il faut faire attention à l'oxygène parce que pour moi, c'est un peu triché ce chiffre-là, en ce sens où vous êtes des êtres, et moi aussi d'ailleurs, on est des êtres d'eau. Donc, s'il y a 60, 65, 70% d'eau, bien évidemment, H2O, il y a beaucoup d'oxygène dans la molécule d'eau. Okay, évidemment. Donc, ça vient un petit peu trafiquer la valeur. Mais évidemment, il y a de l'oxygène dans bien d'autres molécules. Donc, c'est pour ça qu'on le retrouve de façon assez importante. Mais je vous dirais que pour permettre la vie, et ce n'est pas seulement la vie humaine, c'est la vie animale, végétale, l'atome clé, c'est le carbone. Vous allez entendre ça parfois. On dit que l'être humain ou les animaux, les végétaux, c'est des êtres carbonés. Et pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, si je retirais tout l'eau de votre corps et que je regarde juste la masse solide, vos tissus, vos os, vos organes, l'atome qu'on va retrouver de façon plus importante, c'est le carbone. Donc, si on ne considère pas l'eau puis on oublie l'oxygène, le carbone, c'est l'élément qu'on retrouve le plus. En fait, le carbone est à peu près dans à peu près toutes les molécules. On peut en trouver dans les différents sucres, différentes graisses, dans les protéines. Donc, il est vraiment partout. Puis, je vais vous expliquer à un moment donné pourquoi. Le carbone a une propriété chimique assez particulière qui fait qu'il y a une caractéristique qui le distingue des autres atomes et qui devient très, très utile. C'est pour ça qu'on le retrouve en fait dans beaucoup, beaucoup de molécules. Donc, en d'autres mots, pas de carbone, vous n'avez pas de sucre, pas de graisse, pas d'ADN, et évidemment, on ne peut pas... c'est juste impossible de faire un être vivant. Okay, donc ça, le carbone est extrêmement important. On le retrouve à peu près toutes les molécules. Vous reconnaissez que ces atomes-là ici, exemple hydrogène, azote, calcium, phosphore, c'est des éléments majeurs, donc on en retrouve dans beaucoup de molécules. Mais éventuellement, au cours de la session et dans les prochains cours de biologie, aux prochaines sessions, vous allez étudier plus en détail la fonction de ces différentes molécules. Un jour, vous allez apprendre le système digestif, vous allez apprendre que l'hydrogène peut s'attacher au chlore pour faire un puissant acide, le HCl, on appelle ça l'acide chlorhydrique, qui favorise la digestion des protéines dans l'estomac. Avec moi, vous allez apprendre que l'azote est important pour certaines molécules, entre autres qu'on va retrouver dans l'ADN. Calcium, très important pour les os, mais aussi pour la contraction musculaire, puis même les influx nerveux qu'on va étudier cette année ensemble. Et les éléments mineurs ici, il ne faut pas les négliger. Exemple, si vous n'avez pas de sodium, oui, il n'y en a pas beaucoup, mais les contractions cardiaques, les contractions de vos muscles, puis les influx nerveux sont juste impossibles. Donc, c'est pour ça que je vous disais, mineur, oui, OK, il y en a moins dans le corps, mais pour moi, c'est une notion qui est plus ou moins importante, parce que je ne veux pas que vous associez ça au fait
que si j'en ai moins, c'est pas important. Pas de sodium, vous êtes mort. Aussi simple que ça. Donc, le meilleur exemple, c'est le fer. Le fer, c'est des traces. Et regardez la quantité de votre poids. Donc, le pourcentage de votre masse corporelle, on est à 0,006%. C'est très peu par rapport aux autres éléments. Et pourtant, pas de fer, ça peut amener des gros problèmes de santé. Non seulement les os peuvent être affectés en termes de dureté, mais surtout, le premier effet que vous allez voir chez un patient qui manque de fer, c'est une maladie qui s'appelle l'anémie. Donc, il y a beaucoup moins de globules rouges. Et si l'anémie est sévère parce qu'il y a vraiment très peu de fer, bien, plus de globules rouges, on ne transporte pas d'oxygène. On ne transporte pas d'oxygène, bien, les cellules n'ont plus accès à l'oxygène, donc fait moins d'énergie. Moins d'énergie, bien, les cellules commencent à moins bien fonctionner, puis dans le pire des cas, vont mourir. Donc, c'est extrêmement essentiel d'avoir du fer pour construire les globules rouges, car sans globules rouges, bien, la vie devient complètement difficile. Alors, il ne faut pas penser que des traces mineures, comme ça, les éléments mineurs, les éléments qui sont sous forme de traces, n'ont pas de rôle biologique. En fait, ils ont tous un rôle assez essentiel pour le maintien de l'homéostasie, donc de l'équilibre, évidemment. Maintenant, si on revient à l'atome, de quoi est composé un atome? Donc, évidemment, c'est une façon, c'est le modèle classique très simplifié. On utilise ici, dans ce cours-ci de biologie, le modèle planétaire. Donc, tous les atomes, peu importe que ce soit un atome de calcium, d'oxygène, peu importe, c'est toujours un peu la même structure. Donc, il y a un noyau, donc des particules, des subparticules, hein, on appelle ça des particules subatomiques, c'est donc des particules qui vont former les atomes. Essentiellement, il y en a trois, les protons qui sont en fait des particules qui sont chargées positivement, les neutrons qui n'ont aucune charge électrique, donc sont neutres, et les électrons qui sont chargés de façon négative. Donc, le proton et le neutron ont une masse importante. Par contre, l'électron a une masse négligeable. Donc, essentiellement, la masse atomique, la masse d'un atome est essentiellement associée au proton, à la quantité de protons et de neutrons. Et tout ce qui va distinguer les différentes substances, les différents atomes, sodium, chlore, oxygène, carbone, peu importe, c'est la quantité, le nombre de protons et de neutrons et d'électrons, évidemment. Donc, de façon générale, le nombre de particules subatomiques va varier d'un atome à l'autre, mais ils ont toujours un peu la même structure. Donc, il y a le noyau. Ça, c'est en fait la partie centrale de l'atome qui est constituée essentiellement de protons et de neutrons. Donc, la masse de l'atome est vraiment concentrée dans le noyau. C'est chargé positivement. Exemple, si je regarde ici les sphères en bleu, on peut dire que c'est les protons, et en vert, exemple, neutrons. Donc, les neutrons charge neutre. Les protons ici seraient chargés positivement, ce qui fait qu'on va avoir une certaine force électrique sur les particules chargées négativement, une certaine force d'attraction, ce qui permet en fait aux charges négatives, les électrons, de graviter autour du noyau comme ça. Et on peut imaginer des espèces d'orbites, un petit peu comme notre système solaire, donc une espèce d'orbite comme ça qu'on appelle une couche électronique, qu'on pointe ici, et on va suivre cette orbite, cette trajectoire, comme ça, de façon circulaire. Donc, littéralement, les électrons vont graviter comme ça autour du noyau rempli de protons et de neutrons. Donc, ça c'est le modèle de base que vous connaissez peut-être. Si ce n'est pas le cas, il faut se rafraîchir un petit peu la mémoire avec ça. Évidemment, en chimie, vous allez étudier tout ça. Ce qui nous intéresse plus en biologie, en fait, c'est la dernière couche ici, qu'on appelle la couche de valence. En fait, les électrons qui vont graviter sur la dernière couche, on appelle ça des électrons, mais de valence. Donc, on va les distinguer des autres électrons. Ils sont particulièrement importants, les électrons de valence en biologie, parce qu'en fait, c'est les électrons qu'on va échanger entre deux atomes. On peut les capter ou on peut les libérer vers un autre atome. Et ces échanges d'électrons de valence entre deux atomes vont permettre de médier la formation non seulement des différentes molécules organiques dans votre corps, mais également va contrôler l'ensemble des interactions biochimiques dans votre corps. Certaines réactions chimiques que vous allez étudier avec moi, on va voir que on a parlé un peu de catabolisme et d'anabolisme déjà. Bien, en fait, ces réactions chimiques, même si c'est pour catabolisme, pour briser des molécules, ou l'anabolisme pour construire, ce qu'on a déjà vu, en fait, ces réactions chimiques de construction et de destruction sont contrôlées, sont possibles, en fait, je devrais dire, par les échanges comme ça d'électrons de valence. Les autres électrons ne sont pas échangés, donc ça ne touche pas tellement en biologie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les interactions moléculaires qui vont créer les différents
processus biologiques ou les différentes molécules biologiques dans votre corps. Molécules chimiques, mais qui servent au processus biologique. Donc, extrêmement important. Et on va étudier, en fait, justement, de quelle façon on peut échanger ces électrons de valence bientôt, en fait. Donc, si je résume rapidement, la dernière couche, la couche c'est des couches électroniques. La dernière couche d'un atome, c'est les électrons de valence qui vont graviter ici. Et il y a une règle que je vais parler tantôt qui s'appelle la règle de l'octet. Donc, la règle de l'octet, c'est qu'en fait, pour une couche donnée, généralement, pour qu'elle soit pleine, complète, ça prend 8 électrons. L'exception, c'est la première couche électrique qui prend 2 électrons et elle est complète. Et le concept est très simple, c'est que pour chaque atome, on va compléter la première couche. Donc, aussitôt qu'il y a 2 électrons, elle est pleine, là, on va créer une deuxième couche. Là, on va en mettre 8. Aussitôt qu'il y a 8 électrons, elle est pleine, on va ajouter une couche électronique, etc. Et la tendance naturelle des éléments fait en sorte qu'on veut toujours être le plus stable possible. Et pour être stable, ça nous prend des couches électroniques pleines. Donc, 2 électrons sur la première couche ou 8 sur les couches subséquentes. Et n'importe quel atome veut, par tous les moyens possibles, tendre vers cet état de stabilité. Et cet état de stabilité, c'est d'avoir des couches pleines, donc. Et c'est pour ça que lorsqu'on n'aura pas de couche pleine, et que exemple, la dernière couche électronique, exemple, un seul électron de valence, ça fait des éléments extrêmement réactifs. Parce qu'on veut réagir d'une manière qu'on verra tantôt pour se rendre le plus stable possible. Même chose, s'il y a 7 électrons de valence, on veut aller en chercher un pour en avoir 8. Donc, tous ces atomes-là vont réagir en fonction de donner ou capter un électron de valence ou plusieurs électrons de valence pour justement arriver à un état de stabilité. Les gaz inertes, c'est les éléments les plus stables du tableau périodique parce que justement, leur couche électronique est pleine, donc il n'y a plus d'interaction possible. Donc, c'est un petit concept de base, en fait, qui est important de maîtriser. Et ce petit concept va pouvoir, en fait, va nous permettre de comprendre justement les différents types de liens chimiques, de liaisons chimiques qu'on va retrouver dans les différentes molécules. Et on va voir aussi que ça va un petit peu, selon le type de lien qu'on va faire, le type d'échange d'électrons de valence, ça va modifier le comportement d'une molécule. Par exemple, il y a des molécules qui vont bien se mélanger à l'eau, d'autres pas. Donc, on va étudier ça très bientôt, en fait. Alors, rapidement ici, c'est à peu près ce que je vous ai expliqué à la dernière diapo. Donc, on voit quelques exemples dans le tableau périodique avec les différentes familles chimiques. Donc, évidemment, le chiffre ici indique le nombre d'électrons de valence. Alors, exemple, ici, je prends la famille de cette colonne-là. Si je viens voir le sodium, le lithium ou l'hydrogène, ce qu'on voit, c'est vrai que le nombre de couches électroniques va varier, mais ils ont une chose en commun dans cette famille. Ils ont tous un seul électron de valence. Donc, sur la dernière couche électronique, il y a un seul électron. Donc ça, c'est des éléments généralement qui sont très instables parce que le but, c'est d'en avoir 8. Donc, pour ces atomes-là, par exemple, le sodium qu'on va beaucoup parler en classe, si on regarde, toutes les couches sont pleines. Donc, la couche ici, l'avant-dernière couche électronique, il y a 8 électrons. Donc, la règle de l'octet est satisfaite. Mais la dernière couche, il y en a juste un. Donc, en fait, ces éléments-là sont extrêmement réactifs parce que très rapidement et très facilement, on va se débarrasser d'un électron. Et si j'élimine un électron, cette couche-là disparaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je retombe avec la couche ici que je pointe présentement et le sodium est maintenant stable parce qu'il est à 8 électrons sur la couche électronique. Si je prends le chlore, c'est l'inverse. Le chlore, ici, il y a 7 électrons. Alors là, il y a deux choix. Il pourrait se débarrasser de ces 7 électrons pour faire disparaître la couche électronique, les électrons de valence ici. Donc, on s'en débarrasse et on tombe avec l'avant-dernière couche qui est à 8, un petit peu comme le sodium. Mais c'est trop compliqué parce que se débarrasser de ces électrons, ça demande beaucoup d'énergie et tout. C'est facile d'en perdre un, donc c'est pour ça que c'est très facile. Le sodium est extrêmement réactif. D'ailleurs, si vous avez un morceau de sodium pur, il réagit à l'air, il va s'enflammer. Dans l'eau, il y a une réaction explosive parce que justement, c'est très réactif. Alors qu'ici, avec cet électron, le chlore est moins réactif que le sodium. Ça va être quoi sa façon, lui, pour se stabiliser? C'est beaucoup plus facile de gagner un électron. Je fais simplement ajouter un électron ici et ma couche est pleine. Et c'est pour ça aussi que le sodium a une capacité d'interagir avec le chlore, ce qu'on va voir très bientôt. Le sodium veut se débarrasser de son électron, puis le chlore veut le capter pour compléter. Les deux ont le même objectif, respecter la règle de l'octet, donc avoir 8 électrons. Alors, ce qui se passe ici, si je mets du sodium à proximité du chlore, très
très très facilement, je dirais. Le sodium perd son électron qui est capté par le chlore. Donc lui se stabilise en perdant son électron. On vient ici avec la règle de l'octet qui est complétée. On a 8 électrons. Puis là, en gagnant l'électron du sodium, en lui soutirant l'électron, ben, on vient stabiliser la dernière couche. Donc les deux sont satisfaits. Il y aura un lien chimique, une liaison chimique qui va unir le sodium et le chlore. Et les deux seront stabilisés justement parce que dans les deux cas, on a 8 électrons de valence. Donc la règle de l'octet est satisfaite. Et d'ailleurs, c'est ce qui va m'amener à vous parler des différents types d'interactions chimiques. Ça en est une qu'on appelle une liaison ionique. Je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Mais on verra aussi qu'il y a d'autres types de liaisons chimiques qu'il faudra distinguer en fait pour les différents atomes. Donc, à cette diapo ici, ça illustre un petit peu ce que je vous ai expliqué à la dernière diapo, sauf qu'ici, on vous le montre de façon plus officielle. Alors, la règle de l'octet, je l'ai bien expliqué. L'idée, c'est de saturer notre couche avec 8 électrons, exception pour la première couche électronique qui est à 2, mais sinon, toutes les autres couches, les atomes tendent à la compléter à 8. Et il y a deux façons de faire pour permettre de respecter la règle de l'octet. Donc, avec l'exemple du sodium, du chlore que j'ai commencé à vous expliquer, on parle de formation de liens ioniques. Donc, une liaison ionique, c'est quoi? C'est quand un atome va complètement arracher, voler un électron, alors que parfois, les atomes vont plutôt les mettre en commun, partager un électron. Donc, ça fait une liaison chimique un peu plus faible. On va parler ici de liaison covalente. Et ça va changer un petit peu le nom des molécules. Donc, quand vous parlez, exemple, dans votre corps, il y a des composés ioniques. Bien, dans votre tête, ça veut dire que c'est des molécules qui sont composées d'atomes qui ont formé des liens ioniques, c'est-à-dire qui ont complètement enlevé un électron. Mais il y a aussi des composés moléculaires. Donc, dans ce cas-là, il y a certaines molécules qui vont porter le nom de composés moléculaires. Donc, dans ce cas-ci, les liens chimiques à l'intérieur de la molécule, donc, qui unissent les différents atomes formant cette molécule, vont en fait mettre en partage ou mettre en commun les électrons. Donc, si je fais un petit dessin pour clarifier tout ça, si je parle des liens ioniques, la définition, c'est simple, on va carrément voler, arracher, soutirer. J'aime bien le terme de voler. C'est pas un vrai terme scientifique, c'est pour vous aider à comprendre. C'est un voleur. OK? Donc, vraiment, ce qui va se passer, exemple, l'atome A que je dessine ici, l'atome B ici. Là, je ne dessine pas toutes les couches électroniques. Je vais simplement dessiner la dernière couche électronique avec l'électron de valence. Donc, exemple, si j'ai un électron de valence qui est ici, et sur l'autre couche électronique de l'atome B, exemple, ici, j'ai un électron. Puis ici, je pourrais avoir 7 électrons de valence. Donc, comme je le disais tantôt, dans l'exemple du sodium du chlore, le concept, c'est que l'atome B va vouloir voler, soutirer l'électron de valence ici. Donc, en fait, l'électron de l'atome A va être complètement perdu du point de vue de l'atome A. Donc, A va le perdre, tout simplement, mais B va gagner un électron. Et c'est juste ça, une liaison ionique, c'est qu'on va voler, il y a un atome qui va soutirer, voler, prendre un électron, et ça fait en sorte qu'il y a une perte d'électrons pour l'atome A, mais B va gagner. Et ça fait en sorte que maintenant, l'atome A va pouvoir faire un lien chimique avec l'atome B. Simplement le fait de perdre l'électron comme ça, on fait un lien chimique qui va attacher A à B, et là, on a une molécule qui est composé de deux atomes, dans ce cas-ci, l'atome A et B. Évidemment, ça n'existe pas, ces atomes-là, c'est juste un exemple. Et le lien chimique formé, c'est un lien ionique. Généralement, ça forme un lien chimique qui est relativement fort. Okay? Donc, ça, c'est le premier concept. Pour les autres molécules, les composés moléculaires, là, c'est un peu différent. On va parler de liens chimiques covalents. Il y en a deux sortes. Je ne vais pas en parler pour aujourd'hui, j'en parlerai un peu plus tard. Mais pour l'instant, la grande différence. Donc, il y a deux types de liaisons covalentes, mais pour aujourd'hui, on va y aller avec une définition simple. Au lieu de voler, on va partager l'électron. Donc, l'atome A ici, l'atome B vont se comporter un petit peu différemment.
En fait, contrairement au lien ionique ici, B est tellement plus fort que A, donc il va attirer vraiment l'électron de façon claire et nette. C'est un petit peu comme si deux personnes tirent sur une corde, et au centre de la corde, imaginez-vous, aux extrémités de la corde, j'ai deux personnes qui tirent, mais au centre de la corde, j'ai une boîte de carton, qui est mon électron de valence. Les deux personnes qui tirent, c'est les atomes. Donc, si, exemple, d'un côté, j'ai un homme extrêmement fort, et de l'autre côté, j'ai quelqu'un d'un peu plus faible, qu'est-ce qui se passe? Bien, le gars le plus fort va tirer sur la corde, et il va gagner la boîte vers son côté. Donc, l'individu de l'autre côté perd la boîte, et il est trop faible, et il perd la boîte alors que l'autre la gagne. Donc, il gagne un électron. Donc, une force d'attirance beaucoup plus forte dans le cas du lien ionique pour l'atome B que A. Donc, B, comme il est beaucoup plus fort que A, il tire sur l'électron, puis il va le gagner, puis A l'a perdu. C'est complètement différent avec les liens covalents. On parle d'un partage. Donc là, imaginez-vous deux gars, deux filles, peu importe, deux personnes qui ont une force à peu près égale. C'est pas toujours égal. Des fois, j'en ai un peu plus fort que l'autre, mais peu importe, A et B n'a pas un beaucoup plus fort que l'autre. Donc, B n'est pas capable de tirer complètement l'électron vers lui. Et ça, c'est comme, imaginez-vous toujours avec mon exemple de la corde, c'est comme si les deux individus sont à peu près de force égale. Bien, je tire un petit peu de mon côté, la boîte s'en vient vers moi, mais l'autre la retire vers lui. Donc, la boîte va osciller entre les deux, ne sera jamais tout à fait vers B, ne sera jamais tout à fait vers A, va être à peu près au centre, ou plus ou moins au centre, peu importe. Mais B ne gagnera jamais l'électron, mais A ne le perdra pas complètement. C'est un match nul, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'on dit un partage. Ça veut dire que l'électron qui était ici s'en va vers B, mais ne se rendra jamais. En d'autres termes, une liaison covalente, c'est un lien chimique qui permet de partager, exemple ici, je pourrais avoir deux électrons qui sont partagés entre A et B. Ces deux électrons de valence, exemple, l'électron ici appartient à A, le deuxième électron de valence appartient à B, bien, A et B tirent respectivement chacun sur leur électron, mais ne se rendent pas complètement à B ou à A. Donc, on dit qu'ils sont partagés. Ça me permet quand même de faire un lien chimique entre A et B. Il y a beaucoup de molécules dans votre corps. En fait, la majeure partie des molécules dans votre corps sont composées, des composés covalents, moléculaires, donc qui partagent des électrons. Mais généralement, les molécules covalentes ou les composés moléculaires sont un peu plus faibles en termes de force de liaison que les molécules ioniques. Donc, c'est un peu plus faible, et ça veut dire que pour briser ce lien chimique-là, ça me prend un peu moins d'énergie que ce que j'aurais besoin, exemple, pour une molécule ionique. Donc, c'est surtout ça que je veux que vous compreniez en termes de différence entre le lien ionique et covalent. Okay? Donc, ça, c'est comme la définition de base. Et un peu plus tard, on va appliquer ça, en fait, à différentes situations biologiques. Maintenant, un terme que je veux définir, j'ai parlé d'ion, mais pas d'électrolyte, puis ça, souvent, ça vous mélange. En fait, dans votre corps, parfois, on va parler d'ion, mais dans la vraie vie, ça serait plus les électrolytes. C'est quoi la définition d'un électrolyte? C'est simplement un ion qui est soluble, qui est solubilisé, donc mélangé à de l'eau. Il est en solution. OK, tout simplement. Et des ions purs, exemple Na+, quand on parle d'ions Na+, Cl-, peu importe, dans le fond, dans votre corps, c'est pas tellement possible, okay? Parce que vous êtes des êtres d'eau, donc généralement, le sodium est mélangé à l'eau, donc on va parler beaucoup plus d'électrolytes. Pour avoir un vrai ion sodium, ça serait un ion qui n'est pas dans l'eau. Donc, c'est une nuance en termes de définition, mais pour moi, cette nuance-là, c'est pas tant grave. Je ne vous pincerai pas à l'examen avec des pièges pour distinguer un ion d'un électrolyte, sauf que je veux que vous soyez fonctionnel. Quand vous allez voir, c'est un terme qui revient souvent en soins infirmiers et dans le domaine médical, parce qu'évidemment, quelqu'un qui, je ne sais pas, vous avez un patient qui est très déshydraté, c'est important de le réhydrater, donc un manque d'eau, mais souvent on va dire, OK, mais il y a assez d'eau, mais finalement, il manque d'électrolytes. Bien, les électrolytes, c'est des ions comme ça, sodium, chlore, peu importe, potassium, calcium, il y en a plein, que vous allez étudier éventuellement au cours de votre deck, mais vous allez redonner des électrolytes. Parfois, les boissons un peu de type Gatorade, vous pouvez faire une recette maison, mais parfois, vous pouvez acheter des boissons commerciales, faites un sport, puis vous déshydratez, un sport intense, vous déshydratez, c'est bien de boire de l'eau pour se réhydrater, mais parfois, si vous perdez trop d'électrolytes, le fait de boire de l'eau
fait que vous pouvez avoir des inconforts, des faiblesses musculaires, tomber dans les pommes, même parfois, vous perdez connaissance, parce qu'en fait, c'est un manque d'électrolytes. Et si je manque d'électrolytes ou d'ions solubilisés dans l'eau, il y a des processus biologiques, musculaires qui ne se feront plus, des processus de production d'effets nerveux qui ne se feront plus. Donc, c'est important généralement de s'hydrater et de remplacer les pertes d'eau, mais également d'ions ou, si vous préférez, d'électrolytes. Donc, si vous voyez ce terme-là, dans le fond, c'est la même chose que des ions, c'est juste qu'ils sont mélangés dans l'eau. Maintenant, l'exemple que je vous donne ici, je vais passer très rapidement parce que je l'ai fait un petit peu. Donc, on vous montre comment on peut fabriquer un lien chimique de type ionique. Donc, le sodium, c'est l'exemple que j'ai utilisé tantôt, va perdre son dernier électron de valence. Le chlore va le capter. Et ce qu'on vous montre ici, en fait, c'est qu'on peut former comme ça des liens ioniques, exemple avec la molécule que tout le monde connaît, NaCl, un peu l'exemple qu'on vient de vous donner. Donc, c'est une molécule parce qu'elle est formée d'au moins 2 atomes, un atome de Na, un atome de chlore. On vous parle ici de cation et d'anion. Ça, c'est 2 nouveaux termes que je dois définir. Donc, cation, c'est un ion qui est chargé positivement. Il y a toujours un plus pour signifier qu'il est, au point de vue électrique, qu'il est chargé de façon positive. Donc, en d'autres mots, c'est un atome qui a perdu une charge négative, qui a perdu un électron. Donc, si je perds un moins, la balance totale fait que j'ai plus de charge positive. Un anion comme le chlore, c'est un ion ou un électrolyte qui a gagné un électron, donc une charge négative de plus. Et comme il y a plus de charge négative que de positive, on met un moins pour symboliser qu'il est chargé d'un point de vue électrique, il est chargé négativement. Donc, anion, c'est des atomes qui sont chargés négativement, des ions en fait, pardon, des ions qui sont chargés négativement, alors que les cations, c'est des ions positifs. Mais maintenant que vous savez ça, si je reviens à cette molécule-là, ça, c'est assez... donc, dans le fond, c'est la formation d'une molécule de sel, NaCl. Comment c'est possible? Le sodium, comme je disais tantôt, il perd son électron de valence. Le chlore va le capter. Donc, comme c'est un lien ionique, le chlore va voler carrément l'électron. Ça stabilise, parce que dans les 2 cas, on va stabiliser le lien chimique entre 2 éléments instables, parce que la règle de l'octet est respectée. Donc, cette molécule-là, on voit qu'il y a des interactions entre les différents atomes de sodium et de chlore. Ça me fait un cristaux de sel, en fait. Et le lien chimique entre les deux, ici, on appelle ça une liaison ionique. Puis c'est assez fascinant de penser qu'un sodium, qui est une molécule, un atome, pardon, extrêmement réactif, très dangereux. Hein, je l'ai dit tantôt, c'est explosif à l'eau, ça réagit à l'air, ça s'enflamme à l'air. Manger du sodium, vous allez mourir, c'est extrêmement toxique. Le chlore, même chose. Si vous prenez du chlore pur et que vous buvez du chlore pur, vous allez mourir, c'est extrêmement dangereux. Donc, ce qui est fascinant pour moi, et réfléchissez à ça, la chimie, des fois, vous vous dites, ouais, bon, c'est plus ou moins utile pour la biologie, puis ça n'a pas d'impact. En fait, bien au contraire. Le seul fait, imaginez-vous, c'est le seul changement entre le sodium et le chlore, c'est la perte d'une petite particule subatomique. J'ai seulement perdu un électron du point de vue du sodium, qui sera capté par le chlore, c'est tout. Ça me permet de faire un lien chimique ionique, et je viens de créer une molécule de sel tout à fait comestible que vous mangez tous les jours. Je prends 2 puissants poisons qui pourraient vous tuer. Je perds un électron, ça forme un lien, ça change la forme 3D, crée une nouvelle molécule et vous en mangez tous les jours. Donc la propriété chimique, physique du sodium et du chlore est modifiée de sorte qu'on peut faire une molécule comestible et qui pourra même être réutilisée pour différents processus chimiques dans votre corps. Donc, c'est quand même incroyable de penser justement comme ça qu'on peut changer par un seul petit transport, déplacement d'électrons, donc un petit changement tout à fait minime, changer complètement les propriétés d'une substance comme ça. Donc, c'est quand même très puissant, en fait.